par l'École polytechnique méditerranéenne et qui vont être étalées sur 2 semaines. Donc, durant la première semaine, nous commençons aujourd'hui nos événements par voilà donc la présentation, la deuxième séance, le webinaire comment préparer son PFE. C'est une soirée donc qui est dédiée pour les étudiants des classes terminales. Au cours de cette bien sûr conférence, on va essayer de vous parler et de vous donner les différents astuces et techniques qui vont vous permettre de bien rédiger votre rapport de PFE. Demain, on aura donc une deuxième soirée. Donc, on a donc nommé cette soirée management Billing, donc qui aura lieu mardi de 21h à 22h. Elle sera animée par Monsieur Mohamed Ali Chelli, Monsieur Semi Bellallah et Madame Boufayna Marnissi. Alors pour le troisième jour, donc le 5 mai, on aura donc un challenge, donc le premier challenge qui est dédié bien sûr pour les classes QSE, Gilles, mécatronique et A2E. Alors le challenge est intitulé Lean et Kaizen MIT. Donc il va donc, si on veut, englober donc plusieurs thèmes. Donc bien sûr, mercredi le 5 mai, on aura une présentation du challenge et on va vous donner toutes les informations utiles. Voilà, donc le début du challenge aura lieu le 5 mai à 21h. Jeudi, le 6 mai, on aura un résultat et un exposé donc, des 3 lauréats qui vont bien sûr bénéficier d'une réduction sur les frais d'inscription de l'année prochaine. Donc, le premier, donc, il aura une réduction de 300 dinars, le deuxième, une réduction de 200 dinars et le troisième, une réduction de 100 dinars. Donc, ça, c'est le premier challenge. Bien sûr, donc, le 6 mai, l'École polytechnique méditerranéenne va organiser ses journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes auront lieu donc jeudi de midi à 13h30 et les participants et les présentateurs de ces journées portes ouvertes seront Monsieur Semi Bellallah, Madame Imen Kharmechi, moi-même et Monsieur Sheikh Zafouri. Voilà donc le 6 mai donc 2021. On aura aussi donc une deuxième présentation qui porte sur les actions promotionnelles BRI et qui va se dérouler de 14h30 à 15h30 et durant laquelle nous allons vous présenter donc des communications, des activités culturelles, sportives, les journées d'intégration, les actions sociétales, etc., qui ont été bien sûr organisées et élaborées par l'École polytechnique méditerranéenne. On aura aussi donc un témoignage de quelques, bien sûr, présidents et étudiants. Voilà, donc le 7 mai 2021, donc c'est le deuxième challenge. Donc c'est le challenge donc Soft Skills English et techniques de communication. Donc voilà, vendredi le 7 mai, vous êtes invités à assister de 10h à 16h. Donc c'est la préparation des travaux de ce challenge. Après, donc, de 16h à 17h, donc, vous allez déposer les différents travaux. De 17h à 20h30, donc, ce sont donc les notes et les avis des différents jurys. Et bien sûr, il y aura donc une proclamation des résultats et l'annonce des gagnants et des lauréats de ce challenge le même jour, donc vendredi, de 21h30 à 22h. Voilà, donc aussi, donc, on aura une soirée digitale, Bismarck, qui aura lieu donc le 8 mai 2021. Donc ça, c'est le programme, si on veut, de la première semaine. Pour la deuxième semaine, qui va débuter donc lundi 10 mai, on aura notre challenge en informatique, donc intitulé Coda BI, qui aura lieu donc lundi de 10h à 16h. Alors, durant lequel on va organiser donc un montage vidéo de 2 minutes au maximum pour l'École polytechnique méditerranéenne. Et comme les autres journées, donc pendant la soirée, il y aura donc la proclamation des résultats et voilà l'annonce des lauréats de ce challenge en informatique. Voilà, donc il sera bien sûr animé par moi-même, ma collègue Madame Ahlem El-Bedoui et ma collègue Madame Yemna Al-Ghoul.
Pour le mardi 11 mai, on aura donc le challenge audit et efficacité énergétique, donc qui sera organisé par la directrice Madame Soumaya Vib, Madame pardon, Souhir Mankai, Madame Marwa Nouri et Monsieur Sheikh Zafouri, aussi en présence de Monsieur Ayman Araïsaya. Et le dernier jour, donc voilà, c'est la clôture donc des différents challenges. Donc, on aura avec nous donc le président du conseil scientifique, Monsieur Monder Bellallah, la directrice, Madame Soumaya, et toute l'équipe pédagogique de l'école polytechnique méditerranéenne. Bien sûr, donc vous aurez donc ce programme détaillé sur les différents groupes, voilà, Messenger, WhatsApp, sur votre page officielle de l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, bienvenue encore une fois. Maintenant, et après avoir donc présenté le programme des 2 semaines et les actions qui seront élaborées par l'école polytechnique méditerranéenne, je vais passer donc à la thématique d'aujourd'hui. Et voilà, donc notre thème, c'est comment rédiger son rapport de projet de fin d'études. Alors, c'est bon, vous êtes en train de bien voir le partage d'écran? Oui, madame. Oui. Très bien. Alors, bienvenue encore une fois. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter donc un guide de rédaction du rapport de projet de fin d'études. Alors, ce guide de rédaction de projet de fin d'études est dédié pour les étudiants des classes terminales et ça va donc faciliter, si on veut, la rédaction de vos rapports. Donc, je commence ma présentation. Donc, voilà la première chose. Donc, j'ai bien voulu vous présenter ce guide de rapport sous forme de rapport modèle. C'est pour cela, donc, l'étudiant, avant de commencer, il est censé de faire donc sa page de garde, de rédiger sa page de garde, dans laquelle donc il y aura le logo de son école, donc c'est le logo de MIT Polytech. Donc, il va après présenter son projet de fin d'études. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va écrire projet de fin d'études présenté en vue de l'obtention du diplôme 2. Vous allez essayer de spécifier ici l'intitulé de votre diplôme. Donc, par exemple, présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en informatique. Et après, vous devez mentionner votre spécialité. Donc, par exemple, ici, on va écrire BI, développement des systèmes d'information. Donc, ça dépend bien sûr de la spécialité de chaque étudiant. Après avoir écrit donc voilà la nature du diplôme et la spécialité, l'étudiant doit insérer l'intitulé de son sujet de PFE. Voilà, donc il va indiquer donc s'il est réalisé en binôme, donc il va écrire le nom des 2 étudiants et bien sûr, il va mentionner que ce PFE a été encadré par et il va indiquer le nom de son ou bien ses encadreurs et spécifier bien sûr l'année universitaire. Donc, ça, c'est quoi? C'est notre page de garde du rapport de PFE. Après avoir rédigé donc cette page de garde, nous passons à la partie donc dédicace. Alors, dans cette partie, l'étudiant va présenter les dédicaces et les dédicaces sont généralement destinées voilà, aux amis, aux membres de la famille. Donc, ici, on n'exige rien donc comme typographie. La mise en forme de cette page, elle est bien sûr personnelle à l'étudiant. Donc, il doit donc choisir le style d'écriture et la typographie qui lui plaît. Voilà, donc ça, c'est pour la partie dédicace. Donc, après avoir rédigé cette partie, l'étudiant passe donc à la partie remerciements. Donc, dans cette partie, généralement, donc, les remerciements sont dédiés aux encadreurs de projets, aux encadreurs de PFE. L'étudiant peut aussi donc remercier les enseignants donc de son parcours universitaire, etc. Mais j'attire votre attention à un truc. Donc, parfois, dans des rapports de fin d'études, on trouve des remerciements
qui seront dédiés aux membres de jury. C'est pour cela, donc, voilà, donc il faut éviter ça, car les remerciements ne seront jamais adressés aux membres du jury. Donc, on va remercier les membres du jury oralement le jour de notre présentation, le jour de notre soutenance. Voilà. Donc, après donc, la partie remerciements, nous passons à la table des matières. Et ici, donc, je vais vous donner donc, quelques remarques importantes. La première chose, donc, voilà, l'étudiant doit insérer une table des matières qui sera automatique. Donc, on n'acceptera jamais une table des matières qui est donc manuelle. C'est pour cela, donc voilà, tout au long de votre parcours, donc vous avez eu des cours de C2I, de Word, etc. Donc, la table des matières doit être une table des matières donc automatique. Bien sûr, vous allez ouvrir le menu référence, etc. Vous allez bien sûr utiliser des styles prédéfinis pour les titres et les sous-titres afin bien sûr d'assurer l'automatisation de votre table des matières. Je passe maintenant à une partie très importante. Voilà, c'est le corps ou bien les différentes parties qui seront élaborées dans votre rapport de PFE. Voilà, donc ça, c'est la structure générale, c'est le plan de votre rapport. Alors, la première chose, l'étudiant va introduire d'une manière générale son projet de fin d'études. Donc, voilà, tout d'abord, je vais commencer par vous exposer la structure et après, donc, on va entrer dans les détails et je vais vous dire donc qu'est-ce qu'il faut insérer dans chaque partie. Donc, commençons. La première chose, donc, comme nous avons dit, voilà, on va commencer par une introduction générale. Après, on va aller donc au chapitre 1, c'est le premier chapitre. Durant le premier chapitre, nous allons présenter le cadre général de projet. Le deuxième chapitre, dans le cadre d'un projet de fin d'études en informatique, c'est le chapitre analyse et spécification des besoins. Le troisième chapitre, c'est le chapitre conception du système ou bien de l'application. Et voilà, donc on termine par le quatrième chapitre qui est la réalisation du système. Bien sûr, on peut avoir avant donc les annexes, on va avoir une conclusion générale, la bibliographie et la nettographie, et on peut insérer facultativement une suite d'annexes dans notre rapport de projet de fin d'études. Donc, ça, c'était une présentation générale des différents chapitres qui seront incorporés dans votre rapport de PFE. Maintenant, nous allons essayer de traiter chaque chapitre à part. C'est pour cela, donc, nous allons commencer par le premier chapitre. Je vais revenir ici à la liste des figures et la liste des tableaux. Mais avant ça, donc, je vais vous parler du premier chapitre et les différentes parties qui doivent figurer dans ce chapitre 1. Alors, on va présenter le cadre général de notre projet. Donc, tout d'abord, et avant de commencer chaque chapitre, nous allons parler des objectifs du chapitre. Donc, ici, on va essayer, si on veut, de détailler le plan de ce chapitre-là et les différentes parties qui seront traitées. Commençons alors, voilà, donc c'est le chapitre 1. La première chose à faire, c'est de rédiger l'introduction du chapitre. Et j'attire votre attention à ne pas oublier que chaque chapitre doit contenir une introduction et une conclusion. Durant l'introduction du chapitre, l'étudiant est censé détailler le plan du chapitre même et il va bien sûr évoquer les différentes parties qui seront traitées dans le chapitre 1. Commençons alors
La première chose à présenter, c'est l'organisme d'accueil ou encore la société d'accueil. Bien sûr, dans cette partie, comme vous êtes en train de voir, nous allons essayer de présenter l'organisme d'accueil, l'entreprise dans laquelle nous allons élaborer notre projet de fin d'études. Et bien sûr, à ne pas oublier que cette description doit être brève. Donc, on ne va pas vraiment introduire d'une manière détaillée la société. Donc, on va parler généralement de son secteur d'activité, d'un bref historique, de son organigramme, etc. Et voilà, quand le rapporteur va lire votre rapport de PFE, il va avoir donc une idée générale sur l'environnement professionnel dans lequel vous avez réalisé votre PFE. Après donc la présentation de la société, l'étudiant va élaborer, si on veut, ce qu'on appelle une étude de l'existant. Et ici, donc, je vais vous expliquer en quoi consiste cette étude de l'existant. Voilà, je prends le cas, puisque je suis la responsable de la filière informatique, je vais prendre donc un cas d'un PFE en informatique. Donc, par exemple, la société va vous confier de concevoir et développer un site web pour cette entreprise. Alors, dans ce cas-là, et avant de commencer le développement, on va essayer de voir si la société avait déjà d'anciens sites web qui ont été développés. Alors, et après donc cette étude de l'existant, on va être dans l'un des deux cas. Soit la société possède déjà des sites qui présentent des anomalies, ou encore la société va développer son site web pour la première fois. Ici, l'étude de l'existant va être différente. Pourquoi? Car dans le premier cas, on va donc partir d'un site qui va être élaboré à zéro. C'est pour la première fois qu'on va développer ce site web. Et donc, on va se baser sur le fait que, voilà, donc il n'y a pas de site web, l'entreprise ne va pas présenter, si on veut, son secteur d'activité, ses produits, ses services, etc. Ou encore, nous avons des sites web qui ont été réalisés, mais qui présentent des anomalies. Et notre but dans ce cas-là, c'est de développer ce site web pour remédier aux problèmes déjà existants et améliorer les sites qui ont déjà existé. Voilà. C'est pour cela, l'étude de l'existant va comprendre trois parties. Tout d'abord, la description de l'existant, ensuite, la critique de l'existant et après, la solution proposée. Donc, dans la solution proposée, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir quelles sont les critiques de l'existant que nous avons pu dégager. Et la solution proposée, elle va bien sûr se baser sur ces critiques pour qu'elle met l'accent sur les apports, les plus, les avantages de l'application ou encore du projet que je vais réaliser. Alors, un conseil, s'il vous plaît, nos chers étudiants. Donc, je vous invite à raffiner vraiment votre étude de l'existant, car cette partie va mettre en valeur les apports de votre projet. Car en critiquant l'existant, en faisant une bonne analyse de l'existant, on va vraiment être capable de citer les différents points faibles de l'existant et bien sûr de mettre en valeur ce que nous allons bien sûr proposer. Voilà. Après, donc, on va essayer, donc le quatrième paragraphe, si on veut, la quatrième partie, c'est l'argumentation et le choix du modèle de développement. Donc ici, certainement, l'étudiant va adopter une démarche et il va bien sûr essayer d'argumenter la démarche qu'il a adoptée. Donc, si on a avec nous, et on a avec nous des étudiants de la filière informatique, durant donc les cours du génie logiciel, on vous a enseigné les différents
Voilà donc des marches à suivre, les différents modèles du cycle de vie du développement d'un logiciel. Donc voilà, vous allez dire, on va opter pour le modèle en V, le modèle en cascade, etc. Et bien sûr, vous allez argumenter votre choix. Passons à la cinquième partie qui est le planning prévisionnel. Donc voilà, ça c'est une partie facultative. Donc parfois, l'encadreur vous demande d'insérer cette partie et parfois on vous dit donc c'est pas la peine de l'insérer. Mais voilà, si vous êtes censé de donner votre planning prévisionnel dans le rapport, vous allez essayer bien sûr de dire comment vous avez donc planifié votre travail durant toute la période consacrée pour la réalisation du PFE. Voilà donc la dernière partie du premier chapitre, c'est la conclusion. Et dans la conclusion de chaque chapitre, on va essayer de résumer tout ce que nous avons évoqué durant le chapitre, brièvement bien sûr. D'accord, donc voilà, je viens de vous présenter le corps du chapitre 1. Passons maintenant au deuxième chapitre du rapport du PFE qui sera voilà, analyse et spécification des besoins. Alors, pour ce deuxième chapitre, on va commencer par une introduction. Et dans cette introduction, donc toujours l'introduction du chapitre, elle va traiter les différentes parties, le plan du chapitre même. Et après, nous allons passer à la spécification des besoins. Mais avant d'entamer cette partie, je profite de l'occasion pour vous rappeler un peu qu'est-ce que ça veut dire donc besoin d'un projet, qu'est-ce que ça veut dire besoin fonctionnel et besoin non fonctionnel. Donc, dans n'importe quelle discipline, quand on va réaliser un projet de fin d'études, certainement, on va avoir un cahier de charges qui sera délivré par un client final. Et le client final va essayer d'exprimer ses besoins. Pourquoi on réalise un projet de fin d'études? Pourquoi on réalise un projet professionnel dans le cas général? C'est pour satisfaire un client final qui va exprimer un certain besoin. Le client donc va vous dire voilà, j'ai voilà besoin de concevoir et développer un site web. Dans un cabinet médical, voilà, le médecin il va vous dire j'aurai besoin d'une application qui va traiter les rendez-vous, etc. Donc ici, chaque client va exprimer ses besoins et notre rôle, c'est de bien assimiler les besoins du client final et voilà, de les analyser et d'avoir cette capacité de détailler et de spécifier ses besoins. Je vous rappelle que nous avons deux types de besoins. Nous avons les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels. Donc, une question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire un besoin fonctionnel? Un besoin fonctionnel, c'est un besoin pour lequel je développe l'application. Ce sont des besoins indispensables auxquels doit répondre l'application. On peut dire aussi qu'un besoin fonctionnel, c'est la raison d'être de notre projet. Donc, on répond à la question pourquoi on développe ce projet. Donc, ici, l'étudiant, et durant donc, ce deuxième paragraphe, doit spécifier d'une manière détaillée les différents besoins fonctionnels. Donc voilà, il va dire besoin fonctionnel. Donc le premier besoin fonctionnel, par exemple, gestion des étudiants. Quand je vais dire gestion des étudiants, on prend le cas, par exemple, d'un logiciel de scolarité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un agent administratif va gérer les étudiants. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la possibilité d'enregistrer, d'ajouter un nouveau étudiant. Il va modifier, par exemple, les coordonnées d'un étudiant existant et il va avoir aussi la possibilité de supprimer un étudiant. Donc, pour gestion des étudiants, qui est le besoin fonctionnel global, on va citer les différents sous-besoins. Donc, on va dire ajouter un étudiant, c'est un sous-besoin du besoin fonctionnel gestion des étudiants. Modifier un étudiant, c'est un sous-besoin du besoin fonctionnel global gestion des étudiants. Voilà ce que nous allons faire durant ce chapitre. On va essayer
de spécifier ces différents besoins et pour chaque besoin, je vais citer les différents sous-besoins. Une fois nous terminons ceci, donc voilà, nous venons de terminer donc cette partie et nous avons spécifié nos besoins fonctionnels. Passons maintenant à la troisième partie de ce chapitre, qui est la spécification des besoins non fonctionnels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire besoins non fonctionnels? Alors, non fonctionnels, donc ce sont des besoins qui vont améliorer la qualité des services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux, par exemple, développer une application qui va gérer la scolarité. Cependant, quand l'agent administratif va l'utiliser, il va être mal à l'aise puisqu'elle n'est pas ergonomique. Le style d'écriture est illisible, le choix des couleurs est ennuyant, etc. Donc, on va dire que notre application n'est pas ergonomique. Et dans ce cas, le manque d'ergonomie de cette application va certainement diminuer la qualité de notre application. Par exemple, si je développe une application pour une banque, une application bancaire, l'aspect de sécurité, est-ce que vous imaginez une application qui est dédiée pour une banque et qui n'est pas sécurisée? Donc, c'est une application qui sera défaillante. Donc, on peut dire aussi la sécurité, c'est un besoin non fonctionnel, mais il doit exister, sinon la qualité de notre logiciel, de notre application va diminuer. Voilà, donc ce sont les différents cas donc, des besoins non fonctionnels. Après donc la spécification des besoins non fonctionnels, nous passons à la présentation des cas d'utilisation et cette partie, elle est dédiée donc aux étudiants de la filière informatique et durant laquelle ils vont présenter les acteurs et les cas d'utilisation. Donc, si nous disons un acteur, ça veut dire quoi? Donc, c'est une entité qui entre en interaction avec le système. Ça veut dire, donc, je vais développer une application et j'aurai un administrateur qui va administrer cette application. J'aurai un utilisateur qui va bénéficier des services, etc. Donc, on va essayer de présenter les différents acteurs et après, nous allons essayer de décrire les différents cas d'utilisation. Et bien sûr, comme vous savez, on va essayer de tracer notre diagramme de cas d'utilisation. Ça sera donc le diagramme des cas d'utilisation global qui va essayer de mettre en interaction les acteurs du système, qui sont les utilisateurs qui entrent en interaction avec l'application, et les différents cas qui vont les réaliser. Et bien sûr, comme nous avons vu au cours de nos séances donc, de modélisation avec donc, les différents enseignants du département informatique de l'école polytechnique méditerranéenne, nous avons fait donc des workshops sur Star UML, Power AMC. Donc voilà, vous allez essayer de modéliser vos diagrammes de cas d'utilisation. On passe maintenant au chapitre conception du système. Alors ici, on va essayer d'introduire tout d'abord notre chapitre et on va faire deux types de modélisation. On parle de la modélisation dynamique. Bien sûr, nous avons vu ça dans les cours UML. Et on va parler après de la modélisation statique. Au niveau de la modélisation dynamique, vous allez essayer de modéliser les différents diagrammes de séquence qui sont des diagrammes dynamiques. Vous allez essayer, bien sûr, bien sûr, vous savez ça, ce sont les diagrammes de cas d'utilisation. Vous allez élaborer les diagrammes de collaboration, les diagrammes d'état, les diagrammes, d'état transition, les diagrammes d'activité. Donc, voilà tous les diagrammes que nous avons vus durant notre parcours en, par exemple, le développement des systèmes d'information. Alors ici, vous pouvez nous poser une question. Est-ce que l'étudiant doit modéliser tous les types des diagrammes, des modèles dynamiques? Donc ça dépend de votre encadreur. Donc après avoir validé avec votre encadreur, il va vous spécifier quels sont les diagrammes qui seront bien sûr modélisés dans cette partie.
Passons maintenant à la modélisation statique, qui est la troisième partie du chapitre 4. Et durant cette modélisation, nous allons essayer de voir les diagrammes de classe, le modèle relationnel, qui est bien sûr le modèle qui sera dressé pour que vous puissiez développer après votre base de données, qui sera une base de données normée. Vous allez parler du dictionnaire de données et enfin, vous allez essayer de donner l'architecture générale de l'application qui sera l'architecture logicielle et aussi l'architecture matérielle. Après, donc, comme tous les chapitres, nous finissons notre chapitre par une conclusion qui va essayer de résumer tout ce qui a été rédigé tout au long donc, du chapitre 4. Du chapitre 3, pardon. D'accord. Alors, passons maintenant au quatrième chapitre qui est la réalisation du système. Si nous parlons de la réalisation, donc qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Donc, normalement, quand l'étudiant arrive à la rédaction du chapitre 4, certainement, il a fini donc les étapes de l'analyse de l'existant, des spécifications des besoins et de la conception de l'application qui sont donc des étapes primordiales dans l'élaboration du PFE. Une fois votre projet a été bien analysé et bien conçu, nous allons passer donc à la réalisation du système qui est le développement, la programmation, la partie pratique. Et dans ce cas-là et dans ce chapitre, on va introduire comme d'habitude donc notre chapitre. Après, on va présenter l'environnement de développement de l'application. Donc, si nous parlons d'un environnement de développement, certainement, donc, on aura deux parties, l'environnement matériel et l'environnement logiciel. Donc, pour l'environnement matériel, donc vous allez citer par exemple les caractéristiques de l'ordinateur avec lequel vous avez donc codé votre application. Et pour l'environnement logiciel, vous allez essayer bien sûr de citer et de présenter tous les outils logiciels que vous avez utilisés durant votre programmation. Finissons par la dernière partie du quatrième chapitre qui s'appelle donc scénarios nominaux, principale interface graphique. Et ici, l'étudiant va faire donc des captures d'écran des différentes interfaces graphiques de son application et il va essayer bien sûr de présenter par un paragraphe de 2 à 3 lignes pour expliquer voilà, le contenu de chaque interface graphique. Et ici, j'attire votre attention que voilà, quand vous allez faire les captures écran, il faut donc faire des scénarios. Donc, vous dites par exemple, ça c'est la page d'authentification de notre application. L'utilisateur est invité à saisir son login et son mot de passe. Quand il appuie sur le bouton connexion, il sera redirigé vers l'interface, ainsi de suite. Donc, l'interface sera l'interface 2. Et voilà, c'est comme si nous sommes en train de simuler ce que nous avons codé pratiquement, comme si vous êtes en train de présenter votre application. Voilà, donc ça c'est le contenu des principales interfaces graphiques. Et ce chapitre se termine comme les autres par une conclusion, il ne faut jamais l'oublier. Et la conclusion va traiter un résumé de ce qui a été évoqué durant le chapitre. Passons maintenant donc à la conclusion donc générale. Voilà la conclusion générale du rapport. Elle va comprendre donc un rappel de l'objectif du stage, une récapitulation du travail, etc. Donc voilà, c'est la récapitulation donc, générale de tout ce que vous avez fait durant votre projet de fin d'études. Après la rédaction de la conclusion générale, l'étudiant doit rédiger la partie bibliographie et nettographie. Et ici, j'attire votre attention que cette partie est une partie importante dans votre rapport du PFE. Il ne faut jamais la négliger. Donc, certainement, durant la rédaction du rapport,
vous allez bien sûr utiliser soit des livres, soit des liens sur Internet, etc. Donc voilà, vous allez essayer de citer les différents sites que vous avez consultés et les différents livres que vous avez consultés durant la période de la réalisation du projet de fin d'études. Donc, je vous donne par exemple, voilà, donc c'est un exemple. Bien sûr, donc dans le corps du chapitre, quand vous allez prendre une présentation d'un livre, donc vous allez mettre entre crochets 1 par exemple. Quand je viens ici, donc je vais voir que voilà, donc la référence numéro 1, c'était voilà le livre base de données relationnelle qui a été rédigé par l'auteur Hubert. Voilà, donc on va essayer de voir la bibliographie, la référence bibliographique qui est relative à ce paragraphe. De même, si vous consultez ou bien vous avez pris quelque chose depuis Internet, alors dans ce cas-là, il faut spécifier aussi le lien. Donc, par exemple, ici, on va avoir HTTP, ASP.NET, fondement du langage ASP.NET. Donc, normalement, quand on va cliquer là-dessus, il y aura donc une redirection vers ce lien. Et normalement, dans le corps du chapitre, je vais trouver que le paragraphe a été pris de ce lien-là. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je vais vous donner une remarque très importante. Parfois, donc, quand on aura donc des rapports et lorsqu'on est un rapporteur, on trouve des liens comme, voilà, vous mettez des moteurs de recherche, par exemple, yahoo.fr, Google, etc. Non, donc ça, ce ne sont pas ce n'est pas une bonne métographie. Pourquoi? Car vous êtes en train, voilà, si je dis donc yahoo.fr, donc quand je vais accéder, je ne vais pas trouver donc ce que je cherche. Ce n'est pas un lien. Donc le lien doit vraiment nous rediriger vers le paragraphe qui a été inséré dans votre rapport. Donc, après la partie bibliographie et nettographie, l'étudiant peut bien sûr rédiger des annexes et les annexes, ce sont donc des parties facultatives. Donc, que placer en annexe? L'annexe B, donc, on va vous proposer donc, les conventions de mise en forme et pour l'annexe C ici, on va citer quelques recommandations. Donc, une question qui se pose, donc parfois l'étudiant dit que je vais placer en annexe. Donc, l'annexe ici, c'est un complément de document. Si vous allez, par exemple, donner des explications plus détaillées liées au thème du projet, si vous allez donner, voilà, des bouts de code qui vont illustrer la difficulté de l'implémentation. Donc, normalement, on trouve tout ça en annexe. Donc, on ne trouve jamais, par exemple, des blocs de code, du code source qui sera inséré dans le corps de votre rapport du PFE. Alors, passons maintenant à la mise en forme. Et ici, donc, c'est une partie très importante. Alors, c'est une partie donc générale pour toutes les spécialités et toutes les disciplines. Donc, voilà, pour les titres et les sous-titres, il est recommandé de précéder toujours le titre du chapitre par son numéro. Aussi, donc, les titres et les sous-titres doivent être toujours sur le même niveau vertical. Nous devons avoir la possibilité aussi de distinguer les niveaux de titres et sous-titres par la taille de police. J'attire votre attention qu'il ne faut jamais insérer les deux points à la fin d'un titre ou bien d'un sous-titre durant la rédaction du rapport de PFE. Et voilà, les titres et les sous-titres ne seront jamais soulignés ou bien écrits en italique. Donc ça, c'est interdit. De même, donc, les titres et les sous-titres ne doivent jamais figurer en fin de page. Voilà, donc ça, c'est concernant les titres et les sous-titres. Maintenant, quand vous rédigez vos PFE, voilà, donc il faut être vraiment vigilant et respecter donc les conventions de la mise en page. C'est pour cela, donc pour le corps du texte, il doit être justifié.
La première ligne, donc, elle est de l'ordre de 0,8 cm. L'interligne, c'est de 1,5. L'espacement avant et après, il est de 6 points. Et la police, c'est Time New Roman avec la taille 12. Bien sûr, pour les puces, donc il faut adopter le même type de puce. Ça veut dire, on ne doit pas utiliser parfois des points, parfois des tirets, parfois... Non, donc il faut adopter, si on veut, les mêmes puces avec un respect des niveaux hiérarchiques durant la rédaction de notre projet de fin d'études. On passe maintenant à l'entête et pied de page. Voilà, donc pour l'entête, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir le titre du chapitre courant. Ça veut dire quoi? Si je suis au niveau du chapitre 2, quand je vais jeter un coup d'œil, donc sur l'entête, je vais trouver chapitre 2 et l'intitulé du chapitre. Voilà, l'entête doit contenir aussi une ligne le séparant du texte de la page, certainement. Pour le pied de page, il doit contenir le numéro de page et parfois on peut avoir on a eu donc des rapports sans pagination, donc voilà, ça nuit à la qualité donc du rapport. Donc toutes les pages du rapport doivent être numérotées. On doit bien sûr avoir bien sûr le titre du projet de fin d'études, une ligne le séparant du texte de la page et pour la marge maintenant, elle est de l'ordre de 2,5 cm. Passons maintenant à la 6e remarque concernant les couleurs. Donc, il ne faut jamais utiliser les couleurs, donc à éviter, sauf en cas de besoin. Donc, généralement, notre rapport, il est écrit en noir, d'accord? Et voilà, donc on peut avoir les titres en gras et c'est tout. Donc, évitez, donc il ne faut jamais rédiger un rapport de PFE et utiliser donc voilà des couleurs et comme jaune, bleu, etc. Non, le rapport, il est rédigé en noir. Maintenant, pour la numérotation des pages, la pagination débute au niveau de l'introduction et les annexes peuvent avoir une numérotation différente du reste du rapport. Donc ici, parfois, on trouve des rapports et on voit que la pagination commence depuis les dédicaces. Ça, c'est faux. Donc voilà, la pagination débute au niveau de l'introduction générale du chapitre. Et pour les annexes, il ne faut pas considérer les annexes comme étant des pages du rapport. Donc, on doit avoir une pagination différente qui va commencer par un, voilà, et bien sûr, on va opter pour une police différente. Voilà, donc ici, donc, je vais vous donner quelques recommandations. Alors, pour les annexes, comme je viens de dire, sont facultatives. Donc, si ce n'est pas voilà, utile de les insérer, on peut les éviter. Et pour le nombre de pages d'un rapport de PFE, donc il est de l'ordre de 60 pages. Donc voilà, l'objectif visé, c'est la qualité et non pas la quantité. Ça veut dire qu'on ne va pas vous juger parce que votre rapport de PFE contient 100 pages. On peut avoir un rapport qui contient 60 pages et qui est beaucoup plus consistant et bien rédigé qu'un rapport qui va contenir 100 pages. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie infiniment pour votre présence et voilà, nous sommes tous là, donc toute l'équipe pédagogique, le corps enseignant de l'École polytechnique méditerranéenne qui est à l'écoute et voilà, on vous répond sur toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Imen. Merci pour la qualité de la présentation, assez riche en informations, bien structurée. Bon, reste, c'est un peu orienté vers, bien sûr, les projets informatiques, mais dans la forme surtout et la structure, c'est toujours la même forme qu'on essaie de conseiller les étudiants de suivre, bien sûr, toute cette démarche-là. Reste par rapport au chapitre dédié au département informatique, il y en a une légère modification, bien sûr, selon l'intitulé et le cahier de charge de chaque projet. Donc, on vous rappelle aussi que les encadrants sont à votre disponibilité
mais ce n'est pas à eux de rédiger le rapport, c'est juste de vous donner des conseils et afin de vous guider surtout sur la bonne orientation afin de présenter un très bon rapport, minimiser bien sûr les fautes d'orthographe. Là, si vous permettez, madame, il y en a quelques points, si vous permettez, sur la forme. On revient un peu D'accord. sur quelques pages là où il y a voilà, un format. Voilà. Juste au niveau de ajuster la feuille, les paragraphes là, la partie de droite, parfois on se trouve avec des paragraphes décalés, c'est-à-dire mentionner que lorsque vous rédigez des paragraphes, il faut toujours ajuster la partie droite ici, que tous les paragraphes, donc il y en a l'option sur Word, certains ils connaissent cette fonction, les autres là, copier-coller avec, même si pas lisible pour un rapporteur, l'interligne comme elle a mentionné, donc tout ce document normalement il sera partagé dans les groupes Messenger et sur Teams, surtout pour les classes terminales. Donc, tous les renseignements, ça existe, avec aussi le rapport de Madame la responsable stage, Madame Iman Kharmeshi, et comme ça, vous aurez deux manuels, deux guides complémentaires, orientés, bien sûr, afin de ficeler vos rapports. On vous rappelle aussi qu'il y en a l'anti-plagiat, donc il y en a le pourcentage de copier-coller là, donc tout document qui est de copier-coller, comme elle a mentionné Madame Iman Ben Amar, dans la bibliographie surtout, il faut mentionner tout paragraphe ou bien une information où vous avez récupéré par net ou bien par un document ou bien un bouquin. Reste peut-être, on essaiera de vous préparer aussi un webinaire sur les diapos et les switches afin de présenter les exposés qui seront entre 15 à 20 minutes, la journée de la soutenance. Et on vous rappelle encore que chaque projet, il y en a deux encadrants, un encadreur universitaire, académique et un autre professionnel. Bon, avec le Covid, parfois, il y en a ceux qui ne seront pas mobilisés pour se déplacer vers les sociétés, mais on est là et on est à l'écoute afin de remédier aux problèmes si c'est nécessaire d'intervenir. Donc, à vous la parole, les étudiants qui sont là, si vous demandez quelques informations, Madame Imen, elle pourra vous répondre, et nous aussi à l'écoute. Oui, Baldé, vous levez la main, vous avez une question? Oui, bonjour madame, vous allez bien? Bonjour Baldé, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, Chaya Taïba. Merci beaucoup, merci. Oui, Ok, Baldé, on d'accord. vous écoute. Bon, en fait, j'ai juste deux questions en fait. Oui, vas-y, on vous écoute. Ok, la première question, c'est pour le manuel, le PDF que vous venez de présenter. Quand Oui. est-ce que ça sera disponible? Quand est-ce qu'on pourra l'obtenir? Tout de suite, Baldé, donc je vais envoyer donc, ce fichier, d'accord? Et vous allez trouver, voilà, donc le guide de PFE sur votre équipe sur Microsoft Teams, d'accord? D'accord. D'accord. Bon, maintenant pour la deuxième question. Oui. Je voudrais savoir comment fonctionne l'algorithme du plagiat. Alors, pour l'algorithme du plagiat, voilà, donc je ne sais pas si Madame Imen Kharmechi, elle est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Imen. Bonsoir, Donc, Baldé, il est en train de nous poser la question sur le fonctionnement de l'algorithme anti-plagiat. En fait, le logiciel, ça s'appelle Plagiarism Checker. D'accord? Donc, tout le document, il va passer sur ce logiciel-là. Le taux tolérable doit être inférieur à 25% pour qu'on puisse valider le PFE. C'est une exigence de la norme 21 000. On va démarrer en fait, cette procédure cette année pour les PFE de cette année. Effectivement, madame, et on vous rappelle aussi, on n'accepte pas les rapports sans la signature des encadrants. Donc, il ne pourra pas déposer l'étudiant sans la validation de son encadrant. Oui. Alors, Monsieur Semi, donc Oui. déjà, j'ai préparé une lettre de dépôt. Oui. Poser son PFE.
Si vous permettez, Madame Iman, essayez de nous rappeler les dates, puisqu'il y en a des étudiants qui n'ont pas assisté à votre webinaire. Les dates de dépôt et les dates de la soutenance. D'accord. Alors, déjà, j'ai détaillé tout ça dans le webinaire précédent, la semaine dernière. Pour le dépôt, ça sera vers le début du mois de juin, la première semaine. Et on va déjà vous fixer les jours du dépôt. Et pour les jours des soutenances, ça sera le 17, 18 et 19 juin. Merci. Donc, rappelez ces dates et encore avec le document qui sera envoyé par Madame Iman Ben Ammar. Votre rapport aussi sera diffusé sur Teams et sur les groupes Messenger des classes terminales, si vous permettez, Madame. Oui. Alors, pour moi aussi, j'ai mis aux dispositions des étudiants un guide de PFE où je détaille tous ces remarques-là que j'ai fait moi aussi au cours de la présentation du webinaire précédent. Donc, il y a aussi un guide de PFE afin d'aider nos étudiants dans la rédaction de leur projet de fin d'études. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Comme ça, M. Baldi, vous aurez deux rapports. Un rapport spécifique, puisque vous êtes un étudiant du département informatique. Et là, donc, c'est la présentation qui sera plus utile pour vous et pour vos collègues du département informatique. Et un autre rapport d'un aspect général pour n'importe quelle filière qui sera proposé par Mme Kharmesh, la responsable des stages. Et là aussi, elle va vous rappeler sur les dates de dépôt et les soutenances. OK? Je tiens à vous rappeler aussi que l'encadrant, la moyenne sera comptée de cette façon. La soutenance sur 10 points. Le rapporteur le rapport sera évalué sur 5 points et l'encadrant donnera 5 points. Et comme ça, on fait la moyenne entre les trois notes. D'autres questions? Bonsoir, Sissemi. Et merci beaucoup, Madame Imen. En fait, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser? Bonsoir, Madame Ahlem. Bonsoir, Madame Imen. Merci. En fait, je te remercie infiniment pour la qualité de la présentation. Merci beaucoup, chers collègues. Merci. Merci. En fait, je voulais savoir, est-ce que chaque encadrant il doit suivre cette structure de rapport? Donc, par exemple, personnellement, je vois lorsqu'on va utiliser un projet de développement, donc généralement, l'étudiant il est obligé d'écrire une méthodologie de travail pour dire voilà comment je fais. Donc, je divisé mon projet sous forme de ces tâches. Je fais cette action-là, j'ai fait ce travail-là. Donc, en fait, il doit suivre ce qu'on appelle une méthodologie de travail. Par exemple, comme Agile, comme par exemple, je mentionne Scrum aussi. En fait, tout ce qui est gestion de projet là. Donc, oui. Est-ce que l'encadrant il est aussi obligé de suivre cette structure-là de rapport? Ou bien, par exemple, je peux inventer d'autres chapitres, par exemple, en se basant sur la méthodologie, bien sûr. Oui, je vois, Madame Ahlem. Donc, voilà, donc, si le langage de modélisation adopté sera orienté objet en UML, on va suivre cette structure. Alors, pour quelques projets, là où on va utiliser Scrum, par exemple, donc voilà, on peut donc faire quelques modifications. Enfin, donc, c'est l'encadreur et vu la spécificité de chaque projet, donc il va donner donc à son étudiant, voilà, la structure qui va avec le projet. Donc ça, c'est une structure générale pour voilà, les projets donc avec une modélisation orientée objet. Bien sûr, donc pour quelques chapitres, on va avoir la même structure, donc comme le chapitre réalisation, le premier chapitre, etc. Pour la spécification des besoins et la conception, on peut avoir bien sûr quelques modifications si on va opter pour la méthode agile. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, Madame Ahlem, merci. En fait, Madame Ahlem, on a désiré à travers ce webinaire de cadrer un peu les étudiants et même les encadrants qui n'ont pas eu la main de travailler avec nous durant les années passées. Mais certainement, il y en a des encadrants qui ont une visibilité plus claire sur le sujet. C'est-à-dire, dans le cadre général, c'est la squelette d'un rapport PFE, mais par contre, il y en a des chapitres qui seront différents. Par exemple, moi, je suis de spécialité mécanique. Il y en a des chapitres qui seront identiques dans l'analyse de besoins, mais nous, les mécaniciens et les électriciens, dans la phase analyse fonctionnelle, on a notre méthodologie. Vous voyez?
Et Oui, comme vous avez mentionné, donc, il y en a cette tâche d'encadrant qui pourra orienter sur 2 chapitres principaux, par exemple, l'état du lieu ou bien le développement, selon oui. votre spécialité, d'enrichir au fur et à mesure le projet de fin d'études. Oui. D'accord. OK, merci. Merci beaucoup, Système. Reste à rappeler les étudiants qu'il nous reste normalement presque un mois. Soyez proches des encadrants. N'hésitez pas à consulter. L'école, elle est encore ouverte, malgré qu'il y en a des cours à distance. Mais à chaque fois, donc, vous pouvez voir vos encadrants, même sur le lieu de travail, c'est-à-dire à l'école polytechnique méditerranéenne, et d'échanger au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à demander l'information auprès des autres enseignants, qui sont aussi des encadrants. C'est-à-dire, si vous avez des questions à poser à la responsable stage, au responsable filière, au directeur des études, à la directrice, là, n'hésitez pas à demander l'information afin de proposer un bon sujet et un bon rapport. Myriam, vous avez levé la main. Vous avez une question? Oui, madame, j'ai une question. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. C'est concernant le chapitre 1 que vous avez parlé Oui, de l'entreprise. Si on fait un stage dans l'entreprise, oui, on doit présenter brièvement l'entreprise. oui. Combien de pages pour présenter l'entreprise? Combien de pages pour présenter une entreprise? C'est ça votre question, Maria? Madame. D'accord. Donc, on ne parle pas vraiment du nombre de pages pour la présentation de la société. Elle doit être une brève présentation, d'accord? Plutôt, on parle voilà, d'un paragraphe, d'accord? Qui ne doit pas dépasser la moitié d'une page. Au maximum, une page, d'accord? Ok, madame. Donc, si on a 2 entreprises à présenter dans un sujet, Alors, si vous permettez, Madame oui, Imen, j'essaierai de répondre, bien puisque, sûr. voilà. Donc, puisque nous, par exemple, le département mécanique ou bien électrique, parfois, il faut développer la chaîne fonctionnelle ou bien la chaîne de production. C'est-à-dire dans la présentation de la société, là où il y a plusieurs départements, après avoir présenté la société en termes chiffre d'affaires et les différents départements, on essaiera de développer la chaîne fonctionnelle de la production afin de mettre l'accent sur l'intervention de l'étudiant. Donc, c'est-à-dire, on se rapproche de deuxième chapitre, là où il y a l'étude de l'existant. C'est pour cela, moi, personnellement, je demande que la présentation de la société, ça sera entre 3 à 4 pages ou bien entre 3 à 5 pages. Donc, elle est un peu différente par rapport au département informatique, puisque dans le même chapitre de la présentation de la société, on pourra développer la chaîne fonctionnelle où on pourra intervenir sur un sujet de conception ou bien d'amélioration d'une solution existante. Vous voyez? Donc, on est un peu différent sur la structure du rapport, là. D'accord. Et comme elle a dit, si parfois on est dans le domaine de présenter deux sociétés, comme le projet de Mariam, par exemple, dans le domaine énergétique, elle est appelée à présenter l'ANAME, l'Agence nationale de la maîtrise d'énergie, et la STEG, la Société tunisienne de distribution des gaz et d'électricité. Vous voyez, donc là, elle travaille entre 2 volets. C'est pour cela, peut-être pour chaque société, 2 pages, 3 pages, afin d'enrichir l'étude qui sera après présentée. D'accord. À vous la parole, Mariam, si vous avez d'autres questions. Je réfléchis encore. D'accord, on est là. OK. Alors, là, les autres, si vous avez des questions? Oui, surtout le webinaire de Madame Imen, il faut savoir tirer conclusion au niveau de la forme, de l'interligne. Vous voyez, donc, dans la structure, il faut s'y mettre à la place de rapporteur. Lorsque vous aurez un rapport avec cette structure, vous avez l'envie de lire le rapport. Vous voyez, mais parfois, on se trouve avec des interlignes, un paragraphe avec interligne simple, l'autre avec 6 points, et ça nuit à la lecture des lecteurs lorsqu'on va suivre même les différents paragraphes ou bien les différents chapitres. Ça, c'est la forme surtout, et les différents conseils qu'elle a menés que seront généralisés pour n'importe quelle discipline. Mais ça reste le chapitre 3 et 4, ça sera évidemment différent par rapport aux autres disciplines.
Chers étudiants, d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste poser une question. Concernant ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les stages dans les sociétés, pour la rédaction du rapport, concernant le premier chapitre dont vous avez parlé pour les présentations, est-ce qu'à défaut de cela, on peut présenter en général le rapport, le thème de notre rapport? Bon. C'est-à-dire, si le projet il est interne, c'est-à-dire de département, quel que soit informatique ou bien mécanique ou bien électrique, ça revient à présenter un peu le cadre de votre département qui appartient à votre MIT, à l'École polytechnique méditerranéenne. Donc, le projet, il est dédié à un étudiant de niveau 3, je ne sais pas, licence ou bien un ingénieur. Après avoir sélectionné le projet parmi la liste, donc là, il faut bien sûr développer qu'est-ce que l'école elle est en train d'enseigner. Par exemple, vous parlez de différentes filières existantes, du département informatique, de la certification. Tout ça, vous le trouvez sur le site web de l'école. Et encore, je vous rappelle qu'il y en a plein de projets dans la bibliothèque où vous pouvez passer ou bien demander à madame la responsable si l'on a des rapports qui sont proches de votre étude, afin de s'inspirer. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. Oui, allez-y. Si notre projet a 2 volets, on doit débattre sur 2 grands thèmes. Comment s'y prend pour pouvoir bien agencer les chapitres? Là, vous demandez auprès de votre encadrant. Ça dépend du sujet, ça dépend du cahier de charge. Là, je suis votre encadreur, Mariam. Non? Monsieur. Oui. Donc là, ça dépend qu'est-ce qu'il est mentionné dans votre cahier de charge et ce qui a été demandé de votre encadrant. Ok, monsieur. Ah, c'est simple et rapide, la réponse. Hein? Youssouf, Youssef, oui. bonsoir. Oui, Youssouf. Vous nous écoutez? Monsieur Youssef, vous avez levé la main? Non? Vous avez un problème au niveau du micro, Youssef. Sinon, un autre candidat, le temps qu'il règle son micro. Allô, allô? Concernant le logiciel de plagiat, j'ai une question. Allez-y. Comment savoir sur quelle base le logiciel se porte pour dire qu'un sujet... Bon, je veux comprendre les bases du logiciel. Le logiciel va savoir que le projet existe. Le logiciel, il est mondial, c'est-à-dire ceux qui ont fait le logiciel, ce logiciel-là, il a accès à tout ce qui a été rédigé dans le monde. Donc, s'il voit qu'une partie de votre mémoire ou des paragraphes qu'on retrouve ailleurs, il va immédiatement fonctionner parce qu'il a accès. Ok. Et comment l'étudiant donc peut faire pour... L'étudiant, il écrit avec ses propres phrases, son propre style. Il ne fait pas du copier-coller. Vous avez le droit d'utiliser les livres, les revues, les études de cas ou même d'autres projets, mais il faut, quand vous utilisez quelque chose, il faut citer la source, il faut dire et le mettre entre guillemets. Vous voyez la bibliographie, Madame Marianne. Là où il y a la bibliographie, c'est-à-dire, voilà. Donc, si on parle de Je la partage. voilà. Oui. Si on parle de la présentation de la société,
on va pas mettre la présentation de la société sur l'anti-plagiat. Mais par contre, là où il y a du travail, étude de cas ou bien une étude pratique, vous voyez, l'étude pratique, ça devra être propre à l'étudiant. C'est lui qui a développé. Donc, une partie là où il y a le dimensionnement ou bien la conception, ça devra être propre à l'étude de cas et à l'étudiant. Mais si on parle d'une présentation de la société, c'est pas la peine de la mettre sur l'anti-plagiat. Comme elle a mentionné, Madame Imen Ben Amour, si vous avez besoin d'une petite paragraphe ou bien là, il faut mentionner l'auteur, le livre ou bien le site web, comme elle vient de nous montrer. Oui, c'est-à-dire la source de l'information. Le 1 et le 3 et le 4 là, à la fin de votre rapport, après la conclusion, voilà la bibliographie. J'ai consulté 3 livres. Là où j'ai noté, par exemple, les différents paragraphes du chapitre 1 ou bien du chapitre 2. Comme ça, vous êtes protégé. Comme si vous n'avez pas triché l'information d'un autre bouquin et vous dites, voilà, c'est mon rapport. Oui, à César. Oui, Madame Imen. Oui, Monsieur Semi, aussi une remarque, il faut vraiment formuler avec vos propres mots, c'est-à-dire dans la rédaction, il faut formuler les phrases avec les propres mots de l'étudiant. Juste faites attention aux fautes d'orthographe et tout ça. Et ça sera le rapport anti-plagiat, ça sera de détecter les similitudes au cours de la rédaction de vos PFE. Oui, effectivement, Madame Imen. Si vous permettez, moi, j'ai bien compris la question de Madame Mariam, puisque là où elle vient de parler de la présentation de 2 sociétés. C'est-à-dire, peut-être elle aura 5 à 7 pages, là où il y a une présentation de la Société nationale de l'électricité, par exemple. Vous voyez, donc elle devra consulter le site afin de copier-coller l'identité de la société, la date de sa création, etc., etc. Ça n'entre pas dans l'étude. C'est-à-dire, ce n'est pas l'étude pratique ou bien l'étude théorique qui sera certes dans l'évaluation de la demande du cahier de charge. Pour différencier entre ce qu'elle devra mentionner en tant que travail dans le rapport. Je ne sais pas, est-ce que je suis en train de vous répondre, Mariam, ou non. C'est-à-dire, là où il y a des définitions, vous notez dans la bibliographie la source, même si vous avez utilisé un site web ou bien autre, vous le notez à la fin de votre rapport, après la conclusion, comme elle vient de mentionner, Madame Benama. Ok, monsieur, je comprends. Okay. D'autres questions? Sinon, si vous permettez, les responsables, Madame Kharmesh et les coordinateurs, on pourra aussi, après l'Aïd, avant la soutenance même de 2 semaines ou bien 1 semaine, on pourra préparer un webinaire pour montrer la forme des switches et informer les étudiants sur la durée de la soutenance et les échanges avec les jurys afin de minimiser le stress et le panique lors de la soutenance. Un peu dans un cadre psychologique, disons. Oui, Monsieur Semi, d'accord. Ok, merci. Monsieur Semi, en fait, Oui, on peut aussi organiser ce qu'on appelle des pré-soutenances. Oui, on a pensé à ça. Oui. Les années passées, on a fait ça. Bon, ça dépend, là, c'est un peu, c'est-à-dire les conditions, là, puisqu'on a, on a reporté les DS. Il y en a quelques DS pour les classes à distance. On n'a pas fini avec les DS, mais on a pensé à faire des prises sous tendance. On pourra penser à ça, peut-être. Oui, on a fait une petite réunion avec la responsable stage. On a évoqué ce sujet, mais on n'a pas décidé encore. D'accord, ok. D'autres questions? Oui, monsieur. À propos des soutenances, j'aimerais savoir est-ce que ce sera à huis clos ou bien il y aura le public? Oui, ça dépend, Oscar. Encore sur ça dépend de la pandémie là, et ça dépend aussi des décisions de conseil scientifique et des ordres du ministère de l'enseignement supérieur. Là, c'est encore tôt de décider sur ça. Nous, on cherche que nos étudiants et la famille assistent, mais ça dépend des conditions là. OK? D'accord, merci. Bien, je tiens à vous rappeler toujours d'être proche de l'information. Une semaine assez riche
en termes de challenge et en termes des webinaires. Une journée de jeudi surtout très efficace, là où il y a, on va parler d'une journée porte ouverte. Là, on va parler aussi de la coopération internationale. Oui, merci Madame Benamor. Elle vient de nous rappeler, c'est tout un programme assez riche. Il y en a des challenges, on vous invite, même pour l'exercice, d'être impliqué dans les différentes challenges. Il y en a 3 challenges pour cette semaine. Un challenge, là où il y a une préparation d'une vidéo de 2 minutes, ça sera le samedi. Un challenge de 6 heures qui sera orienté et cadré et animé par les coordinatrices, Madame Imen Benamor, Madame Ahlem et Madame Yemne surtout, et nos chers collègues Skandar et Salah seront avec nous. Donc, c'est un travail où on pourra avoir de la matière de notre site web et de notre page Facebook, là où il y a différents partages, et vous serez cadrés sur cette journée-là. Encore le vendredi, donc, il y en a la journée Skills, là où il y a les intervenants ou bien les responsables, M. Faisal Smati, prof de technique de communication, et les 2 collègues enseignantes d'anglais. Et là, pour préparer un dépliant ou bien un magazine, et vous serez orienté au fur et à mesure dans la même journée avec une heure d'information, puis un challenge qui va durer 6 heures. Donc, moi, je vous invite à participer sur ces 2 challenges. Le 3e avec M. Mohamed Ali Chili et moi-même et Mme Bouthaina, aussi sur les différentes méthodes Lean et Kaizen. Et là, donc, vous essayez d'avoir, bien sûr, cet exercice d'apprentissage et pourquoi pas être parmi les lauréats et bénéficier d'une réduction. Et à chaque fois, là, on exerce, on apprend. On apprend. Pour les classes terminales, ça, c'est une occasion aussi de développer vos compétences. Et dans la journée aussi, monsieur le fondateur sera avec nous afin de nous informer des bonnes nouvelles qu'on vient de signer, entre autres la nouvelle convention avec ECAM France, l'école polytechnique ECAM. C'est une convention très intéressante. On vient de partager l'information. Pourquoi pas, on va définir les passerelles. Pourquoi pas, pour ceux qui désirent compléter les études en France, ils pourront profiter de ça. Il y en a le DBA, à chaque fois on rappelle le DBA, il y en a le master de Cergy-Pontoise public, il y en a la convention canadienne, tout ça seront bien développés la journée de jeudi, Inch'Allah. Voilà, donc moi j'ai terminé. Si vous avez d'autres réclamations ou bien questions. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Youssef, vous êtes là? Oui, je suis là. Donc, oui. Vraiment, je suis désolé parce que je suis vraiment en retard. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu vraiment le sujet? Rappeler quoi? Le sujet. Le sujet, c'est un sujet de PFE. Si vous voulez, on pourra faire un deuxième webinaire. Là. Donc, Madame Imen Benamor, elle vient de présenter. De toute manière, Sami, oui, monsieur. Je pense qu'on peut leur envoyer la présentation. Hein. Effectivement. Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est une présentation de PFE, monsieur Youssef. Oui. Comment préparer un rapport de PFE, des conseils donnés par la responsable du département informatique, Imen Benamor. Et dans la même occasion aussi, on a montré les différentes actions qui seront menées à partir de demain. Il y aura 3 challenges qui seront publiés dans Teams et le groupe Messenger. Et on vous invite pour la même occasion d'assister et de voir où vous pouvez participer avec nous. Vous voyez. Et dans la journée de jeudi, il y en a une journée porte ouverte à midi. Et là, il y en a les intervenants, les coordinateurs, afin de vous informer sur les différentes conventions et coopérations internationales et les certifications. Voilà. Donc, une occasion d'être enrichi en termes d'informations et voir l'école, qu'est-ce qu'elle est en train de développer pour vous. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Allez, donc, s'il n'y a pas encore des questions, on vient à la clôture. Merci énormément, Madame Imen Benamor, pour l'intégration. Merci, mes chers collègues. Mes chers collègues, tous les collègues qui ont assisté à ce webinaire, et on essaiera de développer ensemble ce qu'on pourra ensemble, bien sûr. Et mes chers étudiants, je vous invite à contacter vos encadrants
et profiter de ce que Mme Imen Ben Amour et Mme Kharmechi, elles vont partager sur Teams et sur les groupes Messenger. À vous la parole, M. Mandr. Une chance, moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à tous nos étudiants pour réussir leur PFE. Et donc, tout ce qu'on a présenté ce soir, il est sur Teams. De toute manière, ils vont le trouver enregistré. Et on leur envoie la présentation en plus de ce soir de Mme Imen. Et donc, on souhaite qu'il soit numéro 1, qu'il soit brillant. Et ceux qui, bien sûr, veulent continuer en France pour faire leur 4-5, c'est une chance unique pour eux, avec les passerelles que l'école trouvera pour eux. Voilà, à bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Donc, ce webinaire, il est partagé en direct sur notre page Facebook MIT Polytech. N'hésitez pas à revoir les différentes informations et entre autres, les 2 rapports seront envoyés et partagés sur Teams. Merci énormément et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à vous.